Bonjour Andri, bonjour. Vous êtes en train d'arriver. Oui, vous êtes là, super. Bonjour Andri, merci d'être avec moi donc aujourd'hui, par écran interposé, mais avec moi tout de même. Et merci bien sûr à l'ensemble de l'équipe de l'école de l'Anthropocène d'avoir rendu cette rencontre possible. Donc nous allons, je l'ai dit, parler de votre superbe livre « Du temps et de l'eau ». Il est paru très très récemment, il est paru le 12 janvier 2021. Il y a donc quelques jours, il a été traduit par Catherine et Véronique Merci, traduit de l'islandais vers le français. Andri, vous avez participé hier soir à une discussion passionnante intitulée « L'Anthropocène du Nord au Sud » aux côtés de l'activiste nigérian Nino Bassé. Et l'échange était animé par Valérie Didier, la directrice adjointe de l'école urbaine de Lyon. Mais je vais, si vous me le permettez, vous présenter à nouveau pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Vous êtes né en 1973 dans la capitale islandaise. Vous êtes un écrivain aux multiples talents. Vous écrivez de la poésie, vous écrivez du théâtre, des romans, des nouvelles et des essais. Vous avez également écrit pour la jeunesse, dont Les enfants de la planète bleue, publié chez Gallimard en 2003 dans une traduction de François Hémion. Vous avez par ailleurs été traduit dans une trentaine de langues et vous avez reçu de nombreux prix littéraires. En France, vous avez publié votre premier roman, Love Star, aux éditions Zulma, dans une traduction d'Éric Bourri. Vous avez co-réalisé Dreamland, un documentaire dans lequel vous traitez la crise économique et écologique islandaise et vous dénoncez effectivement une destruction massive de l'environnement. Vous avez également été candidat à l'élection présidentielle en 2016 et vous êtes un activiste très engagé dans la protection de l'environnement. Et pour cause, Du temps et de l'eau, qui est résolument trop riche et trop dense pour tomber dans une seule catégorie de genre, traite de tous les problèmes environnementaux liés à l'activité humaine sur notre planète. Et il expose aussi le plus grand défi de l'humanité jusqu'à ce jour, qui est de ralentir drastiquement cette économie nocive, de changer nos modes de vie pour trouver enfin un point d'équilibre avec la nature et protéger sa biodiversité. Très documenté, votre livre tourne autour d'un axe fondamental. Si le réchauffement climatique dépasse un certain seuil, que vous appelez le point de bascule, placé par les scientifiques à 1,5 degré Celsius, alors les conséquences seront terribles. Elles seront terribles au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. L'urgence est réelle. Vous notez que le monde s'altère désormais à l'échelle d'une vie humaine. Il n'est plus question de monde qui deviendrait invivable dans quelques siècles pour nos arrière petits-enfants. Il est question d'un futur résolument proche de nous. Vous rappelez avec beaucoup de justesse que 2050 est aussi proche de nous aujourd'hui que 1990. Et pour l'heure, si les changements ne sont pas radicaux, 2050 ne dit rien qui vaille. Andri Snar Magnusson, Du temps et de l'eau et d'une densité et d'une hybridité absolument fascinantes. C'est à la fois un reportage photo, une fresque familiale, des retranscriptions d'entretiens avec le Dalai Lama, le tout mêlant une réflexion personnelle et de nombreuses études scientifiques. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce livre étonnant et ambitieux ? Yes, thank you for the kind introduction. Merci pour cette introduction élogieuse. J'aimerais bien être à Lyon avec vous. Alors, quand est-ce que j'ai commencé à penser à ce livre ? C'est des histoires que j'ai toujours voulu rassembler et raconter depuis
longtemps, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents très vieux. J'ai une grand-mère qui a 97 ans cette année, si je ne me trompe pas. Et donc, j'ai voulu rassembler les histoires qu'ils me racontaient et les raconter à mes enfants, à mes petits-enfants. Donc, comme je l'ai dit, j'ai collecté pendant des années ces histoires. Puis, tout à coup, ces histoires ont commencé à prendre forme en une sorte d'histoire qui était au centre d'un cercle. Il y a eu des liens qui se sont établis. Mais mes grands-parents ont été les fondateurs de la société de recherche islandaise sur les glaciers. Donc, ils ont fait cela lorsque les glaciers semblaient éternels. Les glaciers semblaient être à leur place chez nous et devaient être explorés. Et tout à coup, au cours des 10-15 dernières années, ces glaciers qui semblaient éternels disparaissaient dans le temps qu'il faut pour un être humain pour vivre. Donc je me suis dit, cela peut être un livre qui serait un témoignage de première main, un témoin des conséquences de l'Anthropocène. Et l'idée, c'était de donner un contexte très personnel, un contexte familial, mais également le fonder sur des bases scientifiques. Donc la science qui peut prédire ou qui prétend prédire la durée de vie des glaciers. Donc l'aspect personnel et l'aspect scientifique ont été fondus dans une seule histoire. Et lorsque on m'a demandé d'interviewer le Dalai Lama, et ça a été une grande surprise pour moi, je ne pensais pas le faire un jour. Je ne m'étais pas particulièrement intéressé au Tibet ou à ces questions, mais en parlant avec le Dalai Lama, nous avons parlé des glaciers, parce que les glaciers himalayens, qui sont parfois appelés le troisième pôle, et disparaissent à la même vitesse que les glaciers islandais. Bien sûr, c'est un problème encore plus grave parce que ce sont des glaciers qui ont un rôle à jouer dans le réseau hydrique asiatique. Les glaciers himalayens font vivre pratiquement ou maintiennent en vie pratiquement 1 milliard de personnes. Donc, le changement climatique a été un des thèmes de notre conversation. L'élévation du niveau de la mer, qu'allait-il se passer si l'eau n'était plus une ressource fiable? Donc, comment écrire sur ma grand-mère et sur le Dalai Lama en même temps? Comment écrire sur ma famille et les glaciers? Comment avoir un liant pour tous ces points? C'est ma prochaine question. Comment avez-vous fait? Parce que c'est vrai que vous oscillez de manière permanente dans cet incroyable livre entre histoire personnelle et histoire de l'humanité. Comment avez-vous mis toutes ces parts-là, les histoires des grands-parents, les interviews avec le Dalai Lama, les photos, les conversations avec votre fille? Comment est-ce que vous avez agencé ce livre tout en essayant de garder un fil rouge qui est votre combat, votre engagement pour la planète? So the arts come from storytelling. That is, Donc, yeah. So the arts comes from storytelling. So donc je me suis mis dans la position d'un conteur. Donc,
il y a des étudiants étrangers qui sont venus étudier en Islande et qui avaient une approche interdisciplinaire, qui ont commencé à parler à des scientifiques. Et après quelques années, je me suis rendu compte que l'on pouvait raconter toutes ces histoires ensemble dans le cadre de conférences, par exemple, et une histoire en amenant une autre, etc. Il y avait toute une chaîne comme ça qui me permettait de connecter toutes ces histoires. Et j'ai toujours adoré les narrations complexes, c'est-à-dire une sorte d'enchevêtrement d'histoires. Et je ne suis pas tant inspiré par la littérature qui parle du changement climatique. Je suis moins inspiré par cette littérature-là que par des littératures comme celle de Umberto Eco, c'est-à-dire où on enchevêtre plein d'éléments personnels et d'autres dimensions. Donc, il est très difficile de mettre sa grand-mère et le Dalai Lama dans un seul livre. Donc, il fallait rajouter des crocodiles, par exemple. Tout à fait. Parce que c'était c'était un expert en crocodile et donc c'est un peu des clés qui me permettent d'ouvrir des portes et de passer par ces portes. J'ai également aussi voulu utiliser une méthodologie, j'en parlais hier, comment parler de quelque chose qui dépasse la langue, le langage. Comment expliquer quelque chose qui est 12 fois supérieur à ce qu'on peut même imaginer. Et il faut utiliser la mythologie, c'est cette méthode que j'aime utiliser. La mythologie pour... On a trouvé des particules il y a quelques années auxquelles on ne pensait même pas, qui peuvent... Donc la notion de métaphore existe également dans la science où on trouve des choses qu'on n'imaginait pas. Exactement, et c'est vrai que la mythologie et la place et l'usage du langage ont une place extrêmement importante dans votre livre. Nous y reviendrons pour sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler du titre? Il me semble que c'est un poète islandais qui vous l'a soufflé. Oui, tout à fait. J'ai presque volé, ou à moitié volé, le titre. En tout cas, il y a une référence très claire. Tíminn og vatnið. Et donc, lorsqu'il a écrit ce poème, du temps et de l'eau, il avait une approche très moderniste, une manière d'utiliser la langue très particulière, très moderne. Et j'ai pensé que c'était des thèmes intéressants en termes d'abstraction à utiliser en poésie et en même temps de parler de quelque chose de très concret, puisque mon livre parle vraiment du temps et de l'eau. Il n'y a rien de caché derrière ce titre. Ce titre ne sous-entend rien. Et la poésie est également une des clés. Je parlais des clés pour permettre à la science d'entrer dans nos cœurs. Donc c'est un livre sur la science, mais c'est un livre où la science rencontre la poésie et la langue. Vous dites que vous vous êtes entouré de nombreux scientifiques, de nombreux spécialistes pour écrire ce livre. Comment avez-vous fait pour assimiler toute cette matière scientifique et ensuite pour la travailler et pour la rendre dans un livre qui soit accessible au grand public? Merci pour votre question. Ça, c'était le grand challenge, effectivement, le grand défi. Parce que j'ai dû d'abord comprendre ces éléments scientifiques, donc l'acidification des océans, comment elle se produit par exemple, les fondements du réchauffement global, du changement climatique.
Il a fallu que je comprenne tout cela afin de l'expliquer simplement. Et donc j'ai étudié, quand j'étais à l'école, j'ai étudié les mathématiques, la physique, et j'ai toujours été passionné par la manière dont les scientifiques traduisent des éléments en équations mathématiques. Et donc, j'ai compris qu'ils le font de la même manière que l'on peut faire de la poésie, c'est-à-dire il y a beaucoup d'informations dans un premier temps, et puis après, on enlève la peau, on pèle ces choses comme un fruit, et après, lorsqu'on a enlevé tous les éléments qui ne sont pas nécessaires, on arrive au cœur du problème, au cœur de la question, et donc on trouve l'essence même, l'équation du problème. Donc de la même manière, il a fallu que je comprenne ces éléments scientifiques. Et c'est comme si je dis quelqu'un qui conduit une voiture de A à B, je n'ai pas vraiment besoin non plus de comprendre comment fonctionne le moteur à explosion, comment fonctionnent les roues, les vitesses. Ou alors, si je bois un café, je n'ai pas besoin d'expliquer que les grains de café viennent du Brésil, etc. Donc, il a fallu que je trouve suffisamment d'éléments scientifiques pour soutenir ma démarche, pour expliquer ce qui se passe, mais en même temps, j'avais confiance dans le fait que le lecteur pourrait combler des éléments, combler des vides que je laissais, puisque c'était des vides qui n'étaient pas nécessaires. Donc, lorsque également je simplifiais à l'excès, je reformulais, je n'hésitais pas à reformuler ce que les scientifiques disaient. En tout cas, parfois, je voulais utiliser des mots, certains mots, pour expliquer ce que je voulais dire. Que vous aviez fait justement sur ce point-là un travail tout à fait remarquable. C'est vrai que quand j'ai commencé à lire votre livre pour préparer cette interview, j'ai pris un peu peur, moi qui ai une formation littéraire, très littéraire, et pour ainsi dire, pas du tout scientifique. Mais c'est là que votre travail est remarquable, c'est que ce livre est accessible à toutes et tous, et je pense que c'est très important qu'il le soit. On a parlé un petit peu de votre famille tout à l'heure, vous en avez parlé. C'est une famille tout à fait prodigieuse. Pour n'en citer que quelques membres, vous avez parlé de vos grands-parents qui partaient en expédition aux côtés de scientifiques sur des glaciers. C'était d'ailleurs leur voyage de noces. On a discuté aussi un peu de votre oncle, un globe-trotteur aguerri qui était complètement... un grand amoureux des crocodiles et qui était extrêmement engagé dans leur protection. Est-ce que ce sont eux aussi, quelque part, la source d'inspiration de votre livre ? Yes, I think having role models. Oui, en ayant ces rôles modèles. Can you hear this? Désolé du bruit. Voilà, visiblement quelqu'un qui fait des trous dans la maison. Donc, j'ai effectivement été nourri de choses non conventionnelles. Ça m'a donné la force, donc, de faire des choses qui ne sont pas conventionnelles, une écriture qui n'est pas conventionnelle. Et je pense également, dès mon plus jeune âge, j'ai voulu raconter les histoires qu'on me racontait, l'histoire de mon oncle passionné de crocodiles. Donc avant même d'écrire, j'adorais raconter ces histoires à mes amis ou les gens que je rencontrais. Et j'ai toujours pensé que quelque part, ils auraient aimé que ces histoires soient écrites. Parce que les membres de ma famille sont aussi de fantastiques conteurs. Ils n'ont pas publié de livres, mais peut-être ils m'ont aussi transmis cet art du récit. Nous avons de la chance d'avoir des gens sur cette terre qui sont investis d'une mission spéciale et qui vouent leur vie entière à la protection d'une espèce animale, des coraux, des plantes, de l'eau, etc.
Et je pense qu'avec ce livre, vous êtes investi d'une mission spéciale et vous faites définitivement partie de ces gens qu'on a la chance d'avoir. Le fait de mêler votre famille, ancêtres ou descendants, à un texte si documenté et si référencé scientifiquement, permet de toucher autrement et d'en appeler à notre humanité et de faciliter un processus d'identification que les documents scientifiques seuls ne permettent pas. Vous reportez notamment des conversations avec votre fille lorsque vous l'amenez à se projeter en 2100 et au-delà. Vous lui dites « Si ton arrière-petite-fille approche les 100 ans, jusqu'à quelle année auras-tu dans le monde quelqu'un qui pense à toi chaque jour ?» Est-ce que vous avez reçu en Islande des témoignages de lecteurs très touchés par cette approche ? Oui, merci de votre conseil. Oui, j'étais très heureux d'avoir des feedbacks de la part de mes lecteurs. Je voulais raconter l'histoire de ma grand-mère, mais également, j'aime beaucoup lorsque les lecteurs viennent vers moi et me parlent de leur propre grand-mère, qu'ils disent qu'ils auraient aimé ou qu'ils aimeraient interviewer leur grand-mère. Donc, d'une certaine manière, cela fait naître, cela renvoie aux images de ma grand-mère. Mais ils avaient aussi des fois l'impression de lire un récit sur leur propre grand-mère ou sur leur propre jeunesse. Et c'est un peu ce que je voulais faire. C'est-à-dire que les gens ne se sentent pas seulement en lien avec mon histoire, ma famille, mais également que cela fasse écho à leur propre histoire, qu'ils se reconnectent avec eux-mêmes et avec l'époque dans laquelle ils vivent. Et quelle influence ils peuvent avoir sur notre avenir et sur notre histoire. Bien sûr. Pour ce qui est de la France et des retours des lecteurs, il faudra peut-être attendre encore un peu puisque votre livre est paru très très récemment. Il faut laisser le temps aux gens de lire 350 pages d'une densité assez rare. En tout cas, personnellement, j'ai été très touchée par lui et très secouée aussi, même si je suis tout à fait sensibilisée sur les enjeux environnementaux. J'aimerais maintenant passer à un autre point. On l'a abordé tout à l'heure très rapidement. La mythologie est très présente tout au long de votre texte. Dans le chapitre « À la recherche de ma vache Adoumla », excusez-moi si je massacre ce nom, mais je pense que vous me comprendrez dans tous les cas. Vous parlez de cet animal incontournable qui, dans la mythologie scandinave, a nourri le géant Ymir, dont le monde est né. Vos recherches vous ont mené à la surprise suivante. La vache Adoumla a une sœur dans les textes hindous. Il s'agit de Kamadhenu. Et de ces 4 pies coulent 4 fleuves. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 entités mythologiques très fortes et très présentes dans votre livre ? Oui. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui connaissent la mythologie nordique. La mythologie nordique, pardon. Donc il y a plusieurs caractères. Loki qui est devenu, et c'est ces personnages qui sont devenus contemporains et des figures contemporaines. Et il y a aussi un mythe aux origines du monde qui commence avec cette vache congelée. Ça n'a jamais eu aucun sens pour moi. C'est très sombre, très flou. On dirait que c'est un malentendu pour moi. Et d'un coup, on dit que le monde a été créé, puis 1000 ans plus tard, on voit qu'il y a une vache congelée. Donc, j'ai jamais vraiment pris ce mythe très au sérieux. Ça n'avait aucun sens pour moi. Et si on se rend en Inde, on voit qu'il y a une vache sœur, qui est donc le symbole de la terre-mère.
Et on parle aussi des montagnes de l'Himalaya, et c'est intéressant parce que si on va dans les montagnes de l'Himalaya, on voit qu'il y a cette rue qui porte Himla, qui porte le même nom que donc la vache, et ensuite on parle des 4 rivières. Il y a un glacier qui s'appelle Kamuk. Et c'est une des sources de la Kanka. Et je me dis, mais bien sûr, là, vraiment, il y a un lien. Le glacier, c'est la vache congelée. Et justement, le lait qui en découle, c'est la neige, en fait. Hein. Et bien sûr, là, j'ai compris, et c'est un mythe qui est toujours très prégnant dans l'Himalaya pour des millions de personnes. Et cette eau, qui est pleine de minéraux, renforce les terres et renforce les cultures. Donc cette métaphore m'est apparue d'un coup. J'ai voulu raconter cette histoire avec cette moitié de théorie, si on peut dire, comme une explication pour essayer de nous faire voyager intellectuellement à travers certains aspects. Et en ce qui concerne le réchauffement climatique, c'est facile d'utiliser, ce serait trop facile d'utiliser les sciences et d'utiliser les utiliser telle une menace. Mais si on prend le cerveau, eh bien on se rend compte qu'on peut être à la fois rationnel et mystique. Ce n'est pas contradictoire. On peut tout simplement avoir même un médecin qui prie Dieu que son oncle ne soit pas atteint du cancer. Donc on peut être à la fois pragmatique et poétique. Donc en effet de différentes facettes. Donc nous sommes une famille, nous sommes aussi une société et une famille globalisée ou mondiale. Et donc j'ai voulu amener le lecteur à se poser ce genre de questions et à passer par ces éléments à la fois rationnels et mystique. Et donc, je rencontre un scientifique, mais je rencontre aussi le Dalai Lama. Mais il parle très rationnellement. Donc finalement, la personne qui peut être la plus mystique sur Terre nous parle de science et nous parle de rationalité. Donc tout s'imbrique finalement. Et le scientifique, lui, devient très mystique. Et c'est de là que vient aussi la science. Donc c'est pour ça que j'ai voulu amener le lecteur à bouleverser un petit peu à sortir des sentiers battus, à bouleverser un petit peu changer un petit peu les cases. Et comment s'approprier les choses et utiliser son cœur. Et après, quand je parle de grand-mère, j'utilise 3 fois ce mot. C'est vraiment comme si on disait Sésame, ouvre-toi et que notre cœur s'ouvrait finalement. Évidemment, c'est une technique de storytelling très utilisée, mais en tout cas, je voulais l'utiliser. De parfaite métaphore en fait pour tout glacier, que ce soit dans l'Himalaya, que ce soit en Islande ou même partout dans le monde. Votre principal combat est de sensibiliser sur les conséquences absolument désastreuses qu'aurait leur fonte, afin d'interpeller et de faire appel à la raison, à notre raison commune. Vous avez même érigé un monument en Islande, au sommet d'une montagne, en souvenir du premier glacier islandais à malheureusement avoir disparu à cause du réchauffement climatique. J'en lis ici un extrait en traduction française. Lettre pour le futur. Ce monument est ici pour témoigner du fait que nous savons ce qui est en train de se passer et nous savons ce que nous devons faire. Seulement, vous serez alors au courant si nous n'avons rien fait.
Apprendre du passé, Andriy, semble absolument essentiel à votre démarche à la fois d'écrivain et de militant. Pensez-vous que nous devons aussi apprendre du futur, c'est-à-dire nous projeter pour prendre nos responsabilités et pour ne pas être pétrifiés, incapables d'agir, exactement comme vous demandez à votre fille de le faire lorsqu'elle calcule jusqu'à quelle année son arrière-petite-fille vivra? Yes, I think it's more vital than ever to install. Oui, je pense que c'est plus essentiel que jamais d'avoir cette pensée à long terme. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus en ce moment par rapport au fait de se connecter à l'an 2100 de façon intime et de transformer ça en politique et en pensée quotidienne. Et moi, je suis un grand fan de science-fiction. J'en lis beaucoup. Mais l'an 2100 doit former partie, par exemple, les ingénieurs urbanistes utilisent ce délai. Ils devraient l'utiliser en tout cas pour savoir ce que l'on fait et voir si cela coïncide avec la qualité de vie qui correspondra à une planète durable. Et on devrait tous changer notre comportement et devenir plus responsables. Et cela permettrait aux générations futures de mieux vivre. On construit des écoles, des hôpitaux, des routes, des ponts, parce qu'on pense que ce sera durable et que ce sera utilisé dans 50, 100 ans. Donc je pense que tout le monde a toujours voulu réserver le meilleur pour aux générations futures, pour qu'on vive dans une situation et dans une meilleure société. Mais quand on voit ce que disent les scientifiques et que les fondements de nos industries et de notre société ne nous mettent pas dans la bonne direction. Donc parfois, on voit des gens qui sont très ironiques sur leur travail, sur leur façon de vivre, et qui se rendent compte qu'il n'y a pas de signification à ce qu'ils font au quotidien dans leur travail. Mais ça peut être toléré, mais avoir un impact négatif à travers son travail, ça, c'est quelque chose vraiment qui dérange. Donc, le fait de réarranger les choses est important. Il faut réarranger presque tout. Et le problème pour le futur, le problème du futur, c'est que c'est complètement abstrait. Ce n'est pas tangible. Et le fait de projeter que ma fille deviendra aussi âgée que ma grand-mère, c'est complètement intangible. Alors que si je vous parle de ma grand-mère, eh bien finalement je me retrouve sur une temporalité que je connais, une temporalité du passé. Donc j'écris à propos du passé, sur le passé et sur le futur, avec ces personnages qui sont chargés de plein d'éléments, et finalement cette grand-mère devient ma fille dans le futur. Et donc on se connecte à cette histoire de vie à travers cela. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et de parler de l'urgence de 2100. Et c'est ce que j'appelle la science-fiction des pancakes. C'est-à-dire, c'est pas à propos de gadgets ou de codage génétique, de code génétique. Finalement, nos objectifs du futur ne sont pas technologiques, mais plutôt humains. C'est rester humain, continuer à être humain et développer des liens avec d'autres êtres humains, nos voisins, notre famille, notre descendance, et cultiver les sentiments à travers les histoires et vivre en harmonie avec la planète. Finalement, le futur, c'est ça, et vivre aussi en harmonie avec les autres espèces de cette planète. Donc j'ai souhaité de faire un livre de science-fiction sans technologie. Finalement, on raconte des histoires et on se parle.
Et finalement, c'est ce qui compte. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est donner l'impression aux gens que 2120, 2130 sera une date à laquelle notre descendance et des gens qu'on aime du plus profond de notre cœur seront toujours vivants. Sur ce sujet. Je suis en train de devenir très enthousiaste, Andri, parce que nous sommes en train d'approcher le point qui m'a le plus touchée et le plus interpellée dans votre livre. Vous en avez parlé hier soir, il s'agit de l'enjeu sémantique de cette crise environnementale. Dans votre livre, vous définissez les enjeux environnementaux comme étant étroitement liés à un autre défi, qui est celui de nommer. Selon vous, nous n'avons pas les capacités de dire ou d'exprimer les catastrophes qui nous attendent si nous ne changeons pas radicalement nos systèmes ainsi que notre rapport au vivant. Non pas peut-être par manque de signifiant, mais plutôt par manque de signifié. Puisque si les mots réfugiés climatiques, fonte des glaces, extinction massive, quoique récents, existent et circulent bien de nos jours, et si les scientifiques nous alertent avec de plus en plus d'urgence sur les conséquences, nous n'avons pas encore les moyens d'imaginer la réalité qu'ils recoupent. Vous donniez par exemple l'histoire d'Hiroshima. Je le trouve très parlant. Avant cette catastrophe, nous ne savions pas quelle réalité recoupait une catastrophe nucléaire. Avec du temps et de l'eau, dans ce livre vraiment hybride, fait de souvenirs, de récits de famille, de photos, d'interrogations, de discussions, est-ce que c'était une manière pour vous de tourner autour du pot, si j'ose dire, ce n'est pas du tout péjoratif, mais de tourner autour du sujet pour essayer de capturer l'indicible ou plutôt l'irreprésentable? Yes, like I was talking about yesterday, Eh bien oui, comme j'en parlais hier, la seule métaphore à laquelle que j'ai pu utiliser, c'est celle du trou noir. C'est cette gravité infinie. Et nos sociétés ne peuvent pas voir le trou noir. Et la seule manière d'arriver à saisir la taille incommensurable d'un trou noir, c'est en regardant la périphérie. Donc tout simplement, finalement, quand on regarde un trou noir, c'est lorsqu'on ne le regarde pas. C'est comme ça qu'on peut le voir. Et c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire dans mes écrits, c'est-à-dire en n'en parlant pas, en étant un petit peu en périphérie des choses, finalement j'évoque ces choses-là. Et on arrive à délimiter les espaces dans notre cœur, par exemple, ou dans la science ou dans notre langue. Et c'est aussi une façon de sensibiliser les gens au langage et à son importance, et comment les paradigmes peuvent changer au cours d'une vie, tout simplement. Combien de temps cela peut prendre d'arriver à un consensus. Et par exemple, au lieu d'utiliser le mot océan, j'ai utilisé le mot vacances, et tout simplement en prenant un petit peu au lieu de faire ça, et au lieu de prendre le lecteur de haut, eh bien, je me suis dit que j'allais dire que justement, on ne peut peut-être pas comprendre ce mot parce qu'il existe depuis très longtemps et qu'on n'avait peut-être jamais parlé de ce mot à l'école, et on n'avait jamais parlé d'anthropocène jusqu'à il y a quelques années finalement. Et la compréhension de ce mot, même si on fait semblant de comprendre un mot, finalement, parfois, on ne le comprend pas, il n'est pas porteur de sens. Et on peut faire semblant de le comprendre. On peut comprendre que 8.1 de pH, ça équivaut à 7.7. Mais on ne comprend pas, parce que si finalement on le comprenait, on arriverait à utiliser et à s'approprier des émotions inhérentes à cela.
Parce que c'est un mot très difficile à comprendre, c'est un mot difficile à saisir, et si ce n'est pas difficile, eh bien ça veut dire qu'on ne le comprend pas finalement, et même moi je ne le comprends pas. Au-delà des mots, de leurs valeurs et de ce qu'on comprend ou non d'eux, vous parlez aussi beaucoup dans votre livre du storytelling, donc de la manière qu'on a de mettre des mots ensemble pour qu'ils fassent sens. Et surtout, vous parlez d'un point fondamental, c'est qui détient le pouvoir de raconter des histoires, qui détient le pouvoir de les diffuser largement. Andri, est-ce que vous pensez que cet espace public et médiatique est le lieu de lutte et de relations de pouvoir ? Bien sûr qu'il y a une lutte des pouvoirs et pour le pouvoir. Hier, on parlait d'écocide, qui est un nouveau terme, qui a été donc créé récemment et qui va peut-être devenir un concept juridique dans les prochaines décennies. Et évidemment, ça va prendre du temps, comme le mot génocide, qui a mis du temps à devenir concret. Bien, je pense que c'est vrai qu'on peut avoir une opinion scientifique sur le réchauffement climatique. Les gens qui connaissaient justement les faits scientifiques et qui trouvaient qu'ils avaient raison, eh bien, on a pu voir aussi qu'il y a eu de la propagande et beaucoup de lobbying finalement contre ces faits scientifiques, et de permettre de rendre des comptes à ce niveau-là, c'est quelque chose de très important, et pouvoir utiliser justement notre intelligence et notre technologie pour le bien commun et le bien de la planète, c'est quelque chose de très important pour ne pas porter atteinte à notre futur. Il y a des gens qui ont été tenus responsables et qui ont pu assister à leur propre procès pour les crimes qui ont été commis à Auschwitz, ou par exemple des hommes politiques ou des femmes politiques corrompus. Eh bien, pour l'écocide, ce serait justement ces politiciens. Et nous, les citoyens, nous n'avons pas pu faire des choix en connaissance de cause et pour le bien commun, puisque le cadre juridique ne nous le permettait pas. Et en tout cas permettait à des comportements complètement insensés d'être adoptés. Et donc finalement, tout le monde se pointe du doigt, et cela rend les choses difficiles. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois, certaines personnes sont réticentes au fait de contribuer au bien commun. Et, par exemple, si je vais à Benidorm pour me baigner, là je serai un hypocrite, mais si je vais à Benidorm pour parler du changement climatique, là je ne serai plus... moi je pense que je serai un hypocrite, puisque ça ira en contradiction avec mes convictions. Donc voilà, ce sont des dilemmes. Et moi j'ai choisi de parler de ce match, du match de foot, finalement, pour ne pas avoir de dilemme. Andri, vous posez cette question intrigante dans Du temps et de l'eau. Nos dirigeants politiques et économiques se rendent-ils compte ? C'est à croire qu'ils ne sont pas allés à l'école, c'est à croire qu'ils n'ont pas bien écouté pendant leurs cours de sciences, d'histoire, de géographie. Je résume, bien sûr, mais l'idée est là. En écho à cela, j'aimerais vous parler d'un chercheur et d'un auteur français qui s'appelle Alessandro Pignocchi. Et dans la postface du 2e tome de sa bande dessinée Petit traité d'écologie sauvage, qui est absolument exceptionnelle, je vous la recommande. Je ne sais pas si ça a déjà été traduit en anglais, mais ça devrait. Dans cette postface, l'auteur Alessandro Pignocchi affirme que nos dirigeants
politiques et économiques, donc, sont hautement conscients de saccager la planète et de mettre en danger l'humanité entière. Il poursuit, il va encore plus loin en disant « Ce sont des nantis qui peuvent se mettre à l'abri des divers effondrements qui nous attendent si nous ne changeons pas. Et c'est pour cela, pour cette raison précise, qu'ils continuent l'exploitation massive des ressources de la Terre et que rien ni personne ne saurait leur faire entendre raison. Ces gens ont perdu la tête, ils sont devenus fous alliés. » Alessandro Pignocchi ne va pas tout à fait jusqu'ici, c'est moi qui extrapole, je l'admets. Bref, c'est le pouvoir et c'est l'exercice du pouvoir dans tout son cynisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion ? Well, yeah, I've kind of avoided. J'ai essayé d'éviter, en tout cas, on vit en démocratie, en tout cas dans beaucoup de pays occidentaux, et il faut prendre nos responsabilités en tant qu'électeurs par rapport aux dirigeants que nous élisons. Donc, j'ai du mal à dire que quelqu'un est fou, parce que cette personne, si elle est à cette place, quelque part, j'en suis responsable. Nous ne vivons pas dans un système fou. C'est ce que j'essayais de faire dans mon livre, c'est-à-dire d'essayer de balayer devant ma porte par rapport à la situation. Donc, les systèmes peuvent changer très lentement. Puis, il y a ce seuil au-delà duquel le changement intervient. Et j'aurais aimé que le changement se produise il y a 10-15 ans. Mais je comprends également la complexité de nos systèmes. Bien sûr, je peux fermer une usine automobile demain, mais les conséquences seront profonde et complexe. Et bien plus que la bureaucratie, la politique, les intérêts personnels, les infrastructures. Il est donc très difficile de pointer du doigt la personne qui est au sommet de la pyramide et de dire « il faut la virer et mettre une autre personne ». C'est beaucoup plus complexe que cela. Donc si on ferme cette usine, et on dit aux gens, rentrez chez vous, soyez heureux. Il faut au contraire concevoir des plans pacifiques, doux, pour réorienter l'activité humaine et l'influence humaine. Il faut également garder la confiance. Il y a dans le livre Dreamland, je parlais de ces systèmes. Et pourquoi y a-t-il 3 pyramides en Égypte, les pyramides de Gizeh? Et selon moi, cela est dû au fait que l'on ne peut pas construire une pyramide. 40 000 personnes, pendant 40 ans, construisent une pyramide, et toute l'économie tourne autour de la pyramide. Et tout est concentré dans la construction de cette pyramide. Pendant 40 ans, par 40 000 personnes. Et après 40 ans de construction, on ne s'arrête pas. Et on ne dit pas aux gens, c'est bon, rentrez chez vous. Parce qu'il y a tout un système qui s'est mis en place. Et le système n'est pas facilement démantelable. C'est évident. Et regardez, on a construit une 2e pyramide et une 3e pyramide. Et là, peut-être quelqu'un qui s'est dit, est-ce qu'on va en construire une 4e, une 5e, et ainsi de suite. Et si on voit l'histoire, si on regarde l'histoire, les pyramides, finalement, ça a pris 120 ans pour construire les 3. Et maintenant, on a des usines qui peuvent fabriquer 100 millions de voitures, par exemple. Et c'est ça le système dans lequel on est. C'est nos pyramides à nous, en fait. Pour cette réponse.
André, si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions du public. J'ai sur mon petit écran des questions qui nous arrivent directement des gens qui sont en train de nous écouter en live. Nous allons commencer avec la première question. Pour sensibiliser les personnes au changement climatique, la fiction, donc la poésie, la mythologie, etc., etc., a-t-elle plus de force que les données scientifiques ? Everything that I write is based on data. Tout ce que l'on écrit se fonde sur des données. All the claims in my book. Tout ce dont je parle dans mon livre est soutenu par des théories scientifiques, par des données scientifiques. Donc les scientifiques eux-mêmes m'ont dit que les gens n'arrivent pas à établir un lien personnel avec les données, avec les graphiques, avec les schémas. Les gens arrivent à faire un lien avec des histoires. Donc les scientifiques eux-mêmes m'ont dit raconter des histoires et incorporer ce que nous faisons dans les histoires. En Italie, par exemple, il donnait une âme. L'idée était de donner une âme aux données. Et en Italie, il y a quelqu'un qui disait, voilà, il fallait que le graphique devienne une poésie, devienne une grand-mère, etc. Parce qu'un graphique lui-même n'est pas parlant. Donc toutes les découvertes scientifiques ne rentrent pas dans la culture si elles ne sont pas accompagnées de musique. C'est comme la Révolution française. Ce n'était pas que des experts, des théoriciens politiques qui ont fait cette révolution et qui ont installé la démocratie. Il y a eu une narration qui a accompagné cette révolution française, peut-être comme une symphonie, comme un poème symphonique. Donc c'est comme ça que les choses fonctionnent. Le mouvement des droits civils, par exemple, les droits, la législation, donc les droits civiques, il ne suffit pas d'écrire un texte. Il faut aussi raconter une histoire afin de créer un nouveau paradigme. Merci beaucoup. En attendant d'autres questions possibles du public, j'aimerais revenir avec une autre question que j'avais préparée. Il me semblait un peu difficile de faire tout cet entretien sans aborder effectivement les rencontres complètement inespérées avec le Dalai Lama. Ce sont des passages extrêmement forts dans vos livres. On sent que vous avez voulu retranscrire les échanges sans forcément les narrativiser, sans forcément les retravailler, afin que le lecteur n'en perde rien. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces rencontres, dans ces deux rencontres? Il y en a eu une en Islande et une en Inde. Je crois que j'ai été frappé que c'était un être humain, déjà, une des personnes les plus extraordinaires qui soit, également son éthique en matière de paix, la manière dont il parle de la Chine, la manière dont il parle des Chinois, son absence totale de colère ou de promotion de la violence contre les oppresseurs. Ce qui m'a également frappé, c'est que c'était quelqu'un qui me parlait de ses rencontres avec Mao. Donc visiblement, c'est une des leçons d'histoire les plus extraordinaires que j'ai pu recevoir. Une personne sainte qui parle de Mao. Et moi, j'ai eu l'impression que pour imaginer la question qui pouvait suivre sa réponse, je manquais peut-être d'années d'études universitaires pour être pertinent. Donc, le Tibet, la question tibétaine m'intéresse
Mais le Tibet, ce n'est pas non plus le changement climatique. Et ce à quoi nous sommes confrontés, si l'on veut protéger par exemple les oiseaux, il faut protéger les forêts. Et au Tibet, on lutte pour la libération du Tibet. Mais que ce soit les oiseaux, que ce soit le Tibet, on est confronté à des éléments de plus grande envergure. Et on ne peut pas protéger la forêt si les saisons ne sont plus les mêmes, puisque la forêt changera malgré toute forme de protection possible. Et donc on peut libérer le Tibet, par exemple. Mais si les glaciers du Tibet fondent, et si la société est secouée par ces changements de vie, alors cette liberté vaut-elle vraiment la peine? Qu'est-ce qui vaut la peine vraiment? Nous allons enchaîner avec une deuxième question du public et je pense que ce sera la dernière puisque nous allons devoir terminer cet échange. La deuxième question est la suivante. Les jeunes aujourd'hui accusent parfois leurs parents de ne pas avoir été responsables vis-à-vis de la planète. Peut-on rendre responsable cette génération à une époque où l'on parlait moins ou pas de ces questions dans le paysage médiatique ? C'est effectivement la question de la culpabilité, de la responsabilité. On peut dire que les personnes étaient coupables, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que l'on punit la génération qui a suivi, la génération de la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce qu'on essaye de l'accompagner? Donc on peut se battre là-dessus, mais on peut également se dire que cette génération a dû mener ses propres luttes. Et ce n'est pas simple lorsqu'on vit dans une société qui avait tous ces privilèges à l'époque. Également, lorsque l'on vit dans une société, on vit dans un paradigme, il est très difficile de se sortir du paradigme pour voir la situation de l'extérieur. Donc, je pense que il n'était pas non plus facile de naître en Europe en 1940, pas plus qu'en 1910, pas plus qu'en 1870. Donc, malgré les erreurs qui ont été faites, bien sûr, ce qui a généré les problèmes actuels ont été générés par des technologies, mais ces mêmes technologies peuvent peut-être nous faire sortir de ces problèmes, peuvent peut-être éliminer les problèmes qu'elle a elle-même créés. Si je parle à un jeune et qu'il me demande ce qu'il doit faire, je peux lui dire quoi que ce soit, l'agriculture, l'ingénierie, l'alimentation, quel que soit le domaine d'activité, il faudra que la jeunesse soit une jeunesse de transformation, parce que tout devra être changé. Et ce n'est pas quelque chose qui sera facile à vivre et il faudra changer de valeurs pour cela. Et vu qu'ils auront de nouvelles valeurs, ils n'envieront plus leurs parents pour la vie qu'ils auront eue. C'est comme si on disait maintenant « Ah, le bon vieux temps où il y avait des esclaves ». Non, on ne pense plus comme ça. Donc effectivement, il y a toute la viande que les gens ont mangée et qui a des conséquences sur le climat. Ou les villes qui étaient conçues pour les voitures, eh bien à l'avenir, les jeunes ne regretteront pas de plus vivre dans des villes conçues pour les voitures ou de manger autant de viande que leurs parents.
Donc ils ne regretteront pas le style de vie des années 90, des années 2000. Et je pense que ça va se passer comme ça. Un changement de paradigme. Mais on ne parlera pas de regret. Je ne regarde pas quelqu'un en disant « Ah, dommage, j'aimerais bien fumer ». Merci infiniment, Andri, pour cet échange d'une grande richesse. C'était extrêmement intéressant. Je vous remercie. Et puis, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez lire Du temps et de l'eau, Requiem pour un glacier, par Andri Snær Magnason. Ça a été publié le 12 janvier 2021 aux éditions Alizio. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies indépendantes, bien sûr, de France. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci Andri. Thank you very much.